Bon, il est 12h30. On va commencer. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Sans plus tarder, on va vous présenter comment vont se passer ces 45 minutes. Euh, donc ça va se passer de la manière suivante. On va vous présenter rapidement le cabinet et le contexte de cette réunion. Et puis ensuite, Jérémy Rouzeau, qui a répondu favorablement à notre invitation, va intervenir pendant une trentaine de minutes et on terminera par un temps de questions-réponses avec Jérémy Rouzeau pendant une dizaine de minutes où on sélectionnera quelques questions que vous pouvez poser dans le chat. Donc on sélectionnera quelques-unes de vos questions. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. Je vais laisser la parole, donc moi c'est Thibaut Morin, je vais laisser la parole à Emmanuel Guibert qui est juste à côté de moi. Alors au niveau de la visio, je ne sais pas si vous voyez nos têtes, je sais pas, on a quelques difficultés avec l'informatique ce matin, donc veuillez nous excuser. Je te laisse la parole Emmanuel. Oui, bonjour à tous. Donc, Emmanuel Guibert, donc pour ceux qui me connaissent, je suis installé depuis 15 ans en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Et par rapport au nouveau nom, donc maintenant, désormais, on s'appelle Enoya Patrimoine. Donc, on a restructuré le cabinet des 6P en pôle de compétences que vous voyez à l'écran. Donc, la partie patrimoine où je suis avec Thibaut sur ce sujet-là. La partie prévoyance, donc on va toucher tout ce qui est contrat santé et contrat prévoyance. La partie immobilier, donc là, on a mis en place une plateforme de sélection de produits immobiliers à destination des investisseurs et le pôle courtage crédit immobilier assurance de prêt, qui est la continuité de ce qu'a réalisé des 6P. Donc au niveau de l'équipe, si on commence de la gauche par la droite, donc il y a Ludovic qui s'occupe de tout ce qui est la partie prévoyance. Moi ensuite, après Philippe, qui est mon associé historique, qui est sur la partie crédit. Florian Gabillot, qui s'occupe de la partie de la plateforme immobilière. Et Thibaut, qui vient de se présenter. Avant de laisser la parole à Jérémy Rouzeau, important de remettre un petit peu le contexte de cette réunion. On a décidé donc d'organiser cette réunion pour proposer un actif qui vous permette d'investir dans l'immobilier résidentiel sans les soucis de gestion. En plus de ça, on a souhaité vous faire cette présentation puisque ça a été quand même un actif qui a été très résilient avec l'année qui vient de s'écouler et ce début d'année. Je dis résilient, voire quasiment pas impacté. Je pense que Monsieur Rouzeau va revenir sur ce point. Euh, que ça soit pour investir, diversifier, préparer votre retraite, vous créer des revenus supplémentaires. Ce qui va vous être présenté peut répondre à plusieurs de vos objectifs patrimoniaux. Euh, voilà, ça peut être investi en cash, en direct, en démembrement de propriété ou même via une enveloppe fiscale. Voilà, on va laisser maintenant la parole à Jérémy Rouzeau qui va nous présenter un petit peu ce qu'il fait. Jérémy Rouzeau, c'est à vous. Bonjour à tous. Bah, écoutez, déjà, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Donc, tout va bien, vous m'entendez correctement? Oui, oui, c'est bon. Eh ben, écoutez, génial. Donc, effectivement, je vais vous présenter ma société qui s'appelle Kianeos Asset Management, qui a été créée en 2018. Et avant toute chose, je voudrais prendre quelques minutes pour vous dire que c'est une société donc, dans le secteur de la finance qui propose des produits d'épargne, SCPI, OPCI, mais un petit peu atypique. Au sens où on ne s'est pas réveillé un beau matin en se disant tiens, on va créer une société de gestion, on va créer des SCPI, etc. Mais par contre, et quand je dis on, c'est mon associé, le directeur général et moi-même, on s'est surtout dit, de par nos expériences de vie, qu'en France, il y avait un problème de qualité du logement. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les locataires du parc immobilier locatif privé sont mal logés aujourd'hui en France. Et ça s'explique assez bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez le spectre français, vous avez une grosse moitié de propriétaires, je crois que c'est à peu près 56%. Vous avez un petit quart de logements sociaux,
Alors, je reprends. Cette grosse moitié de propriétaires, on peut se dire en première approximation que c'est plutôt les gens les plus riches. Et même si c'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'est une bonne approximation. Et que ces gens-là, du coup, ont les capacités de faire des travaux nécessaires dans leur logement pour être correctement logés, à peu près. Après, vous avez donc un petit quart de logements sociaux, ça représente 22-23%. Et donc, les gens qui habitent dans ces logements sociaux, il y en a de plus ou moins bonne qualité. Il y en a de très mauvaise qualité des anciens, mais en moyenne, ça va à peu près parce que les bailleurs sociaux ont des obligations légales d'entretenir leur parc. Et après, et donc ça, ces gens-là, ce petit quart de la population, c'est a priori les gens les moins riches, encore une fois, hein, de notre quatrième quartile en termes de répartition de richesse, puisque du coup, ils ont le droit d'habiter dans des logements sociaux. Et après, donc, vous avez le troisième quartile de la population, hein, c'est-à-dire c'est pas les propriétaires, c'est pas la moitié la plus riche, c'est pas le quart le plus pauvre, c'est le troisième quartile en termes de répartition, qui sont des gens qui sont locataires du parc immobilier locatif privé. Ça veut dire qu'ils habitent dans un appartement qui loue à une personne qui n'est pas un bailleur social, du privé. Et ça, ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont très mal logés. Et effectivement, 3 ans après avoir créé cette société, euh, j'ai j'ai l'habitude de dire que j'ai probablement visité plus d'immeubles que quiconque en France dans ces 3 dernières années. Je pense que ça se compte en centaines, le nombre d'immeubles que j'ai visités. Mais je peux vous dire qu'à de très rares exceptions, aucun des propriétaires qui nous a vendu des immeubles n'habiterait dans les appartements qu'il loue à ses locataires. Voilà. Dans 80% des cas, les propriétaires n'habiteraient pas dans les logements qu'ils louent à ses locataires. Et ça, on ne trouve pas ça normal. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a eu envie de créer Kianeos. On a eu envie de créer Kianeos pour acheter des immeubles qui nécessitent des travaux de rénovation, les rénover et faire le nécessaire pour que les locataires soient mieux logés. Parce que ce troisième quartile de la population sont des gens qui travaillent, sont des gens qui gagnent entre 1 et 1,5 fois le SMIC, hein, donc entre 1200 et 1700 euros par mois. Et donc, c'est des gens, il n'y a pas de raison qu'ils soient aujourd'hui aussi mal logés qu'ils le sont en France. Voilà. Donc, ça, c'est la composante sociale de Kianeos. Et la composante environnementale, c'était l'idée de se dire que ces logements sont de mauvaise qualité d'un point de vue bien-être, mais ils sont aussi de mauvaise qualité d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire performance énergétique. On va le voir plus loin, mais c'est là que se concentrent les passoires énergétiques. Donc, comme je le disais initialement, on ne s'est pas levé un beau matin en se disant on va créer une SCPI. On s'est surtout, alors ça a été une démarche progressive, mais on a surtout constaté qu'il y avait un problème en France de qualité du logement. Et on s'est dit comment rénover un maximum de logements. Et pour rénover un maximum de logements, on s'est dit que effectivement, moi, de par mon historique dans le monde de la finance, en créant une société de gestion, en créant des produits d'épargne, on allait pouvoir collecter beaucoup d'argent, puisque les SCPI collectent beaucoup d'argent, ce qui allait pouvoir nous permettre de rénover un grand nombre de logements. Donc la jeunesse de Kianeos, c'est ça. Et vous allez voir que maintenant, on va défiler les slides et qu'une fois qu'on a dit ça, tout va sembler très, très simple et très évident. On investit aujourd'hui, donc la société a bien grossi, elle a 100 millions d'actifs sous gestion. Vous voyez que les chiffres du T4 sont déjà dépassés. Répartis sur 3 véhicules, une SCPI de rendement qui en est Ospire, une SCPI fiscale, donc ça on en crée une nouvelle chaque année, qui permet d'avoir un avantage fiscal de la loi de Normandie, mais que c'est le même avantage fiscal que du Pinel, que vous connaissez peut-être, et un OPCI qui est support de contrats d'assurance vie, de quelques contrats d'assurance vie. On investit aujourd'hui dans 4 zones géographiques. Le sud-est, c'est la zone historique, c'est de loin la plus grosse zone. Mais on est aussi investi dans le sud-ouest, où on a une belle zone, au sud de Paris, donc on va dire entre Tours, Orléans et Auxerre, et très nouvellement dans le nord, où on n'a que 1 ou 2 immeubles en cours d'acquisition. C'est la zone qu'on a créée en 2021. Voilà. On va passer à la slide suivante. Donc, ça, c'est un bref récapitulatif des immeubles qu'on achète. Aujourd'hui, on achète tout type d'immeubles avec ou sans travaux, mais principalement avec travaux, puisque c'est notre raison d'être. Pour vous donner une répartition, on peut se dire qu'on a un tiers des immeubles sur lesquels on ne fait pas grand-chose, c'est-à-dire c'est vraiment de l'investissement financier. Un tiers des immeubles sur lesquels on fait moyennement. Alors, ce que nous, on appelle moyennement, c'est quand même isolation des murs périphériques, isolation des combles, installation de pompes à chaleur, refaire une cuisine, refaire une salle de bain, repeindre, etc. Mettre en sécurité l'électricité, toutes ces choses très importantes. Et un tiers des immeubles sur lesquels on va faire des très gros travaux. Et pour nous, très gros travaux, c'est quand on commence à toucher à la structure des bâtiments. Donc voilà, donc des immeubles avec ou sans travaux. Le fait d'acheter des immeubles en bloc, ça nous permet d'avoir une décote sur le prix d'acquisition. C'est-à-dire qu'on va les payer moins cher que si on achetait la somme de tous les appartements séparément. C'est ça qui nous permet d'acheter pas cher, donc d'avoir un rendement locatif qui est attractif.
On vise des quartiers, c'est pas les quartiers les plus recherchés, qui sont souvent très chers et peu rentables. C'est pas non plus les quartiers les plus difficiles, c'est-à-dire on fait pas de logements sociaux. On est vraiment dans ces quartiers populaires recherchés où vit, comme je le disais tout à l'heure, la classe moyenne, voire moyenne très légèrement inférieure en France. Euh, on investit uniquement en France et plutôt dans des villes de taille petite et moyenne et sur la SCPI de Normandie, sur les villes qui sont éligibles à cette loi fiscale. Voilà. Donc, Kineos Pierre, moi j'aime bien cette slide. Ça fait un peu marketing. Je vous avoue que c'est pas trop notre truc le marketing, mais je trouve que ça réunit bien l'idée. C'est-à-dire, on a une SCPI, on a des véhicules d'investissement de SCPI et un OPCI qui sont tous sur la même stratégie, c'est-à-dire remplir un triple objectif. D'une part, distribuer un rendement, un couple risque-rendement intéressant pour nos investisseurs, intéressant ou pas, mais en tout cas différent par rapport aux autres SCPI puisqu'on fait du résidentiel, donc le risque est différent. Travailler sur l'efficience énergétique et sur le bien-être des locataires. Donc, c'est nos trois objectifs. C'est des objectifs qui sont stricts. Par exemple, je pourrais vous dire qu'on s'est imposé statutairement d'avoir 90% de notre parc immobilier qui a un diagnostic de performance énergétique meilleur que la lettre D. Donc, on va y revenir un peu plus loin. Mais voilà, donc ça, c'est quelques-uns de nos résultats. Donc, sur Kianéos Pierre, jusqu'à présent, on arrive à distribuer un peu plus que 6%. Ça ne veut pas dire que ça sera le cas toujours, mais pour l'instant, on est un peu au-dessus de 6%. En termes de performance énergétique, en moyenne, sur l'ensemble de notre parc immobilier, comme je vous ai dit, avec de grosses disparités, parce qu'il y a des immeubles sur lesquels on ne fait pas grand-chose et des immeubles sur lesquels on fait énormément. Donc, en moyenne, on divise par 2 les émissions de gaz à effet de serre, on réduit d'un tiers la consommation électrique. Et concernant le bien-être de locataires, on a une note qui reprend une dizaine de critères d'équipement, type est-ce qu'il y a une cuisine équipée, est-ce qu'il y a une pompe à chaleur, est-ce qu'il y a du double vitrage, est-ce qu'il y a une place de parking, etc., etc. Donc, vous pourrez retrouver sur la documentation les 10 critères. Et on alloue du coup une note sur 10 à chacun de nos logements. Et vous voyez qu'avant travaux, on est autour de 5 sur 10 et après travaux, on est plutôt au-dessus de 8. Et donc ça montre qu'on essaye d'améliorer la qualité du logement de nos locataires. Sur Kianéos de Normandie, donc, comme on le disait, c'est le même dispositif que Pinel. Donc, vous avez 2% de réduction fiscale pendant 9 ans, puis 1% les 3 prochaines années. Et en plus de ça, on a un objectif non garanti, donc, qui était de 5% sur le véhicule de l'année dernière. Et sur cette année, on est de 4%. Donc, ça, du coup, c'est une coquille dans la présentation. On est sur 4% de taux de distribution. En termes de performance énergétique, on vise quelque chose qui va aller beaucoup plus loin que Kianéos Pierre. C'est-à-dire, on va viser d'être proche en termes de performance énergétique proche d'un logement neuf. Et ça, c'est vraiment énorme d'un point de vue environnemental parce qu'il faut bien comprendre que pour les gens qui s'intéressent à ce sujet, aujourd'hui, la catastrophe environnementale dans le milieu du bâtiment, c'est la construction. Construire en béton, ça émet autant de CO2 que de vivre dans un logement et donc de faire du chauffage, de l'électricité, etc. et tout, pendant un siècle. Donc, vous construisez un appartement de 50 mètres carrés, rien que la construction, ça va émettre autant de CO2 que le fait de vivre à l'intérieur pendant un siècle. Je veux dire, c'est vraiment faux. Donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de construire, il faut rénover. Et donc, aujourd'hui, on prend des bâtiments qui sont en ruine sur de Normandie, qui ne sont pas habitables en l'état. Donc, on remet de nouveaux logements sur le marché sans avoir le coût environnemental de la construction. Et en termes de performance énergétique, on n'est pas aussi bien que le neuf, mais presque. On est vraiment très proche. Voilà. Et donc, bien évidemment, sur cette SCPI, on arrive à avoir des logements de bonne qualité. Mais on peut passer effectivement au slide suivant, qui est le slide de l'OPCI. L'OPCI, je vous ai mis un slide de performance financière. Moi, ce qui m'intéresse, alors la ligne qui nous intéresse, c'est la bleue. Et la ligne en orange, c'est les autres OPCI de la place. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de constater qu'on a un OPCI qui a un très faible niveau de volatilité. C'est-à-dire que vous voyez que ça monte un petit peu chaque trimestre et ça correspond au loyer qu'on encaisse chaque trimestre. Voilà. Donc, vous n'aurez peut-être pas la meilleure performance de tous les autres OPCI du marché, mais par contre, vous savez que par exemple, en début d'année 2020, quand tous les autres OPCI du marché étaient négatifs, eh ben, nous, on était positifs. Parce que effectivement, comme l'a dit M. Morin en introduction, le marché résidentiel a extrêmement bien résisté lors de la crise du coronavirus. Voilà. Alors, je prends 2 minutes ou peut-être même 5 pour rentrer un peu dans les détails du sujet énergétique, puisque comme vous l'avez compris, Kianéos, on a un bon rendement, mais j'ai souvent l'habitude de dire c'est pas grâce à nous, c'est parce que on a le rendement de la classe active. On va acheter de l'immobilier résidentiel, personne n'achète de l'immobilier résidentiel et encore moins en province. Donc, comme on est tout seul à acheter, on n'achète pas cher, on a un bon rendement, ça c'est mécanique. On arrive à faire des grosses économies d'échelle parce qu'on fait beaucoup de travaux, ça aussi c'est mécanique. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre, le tiède ou ce que vous voulez. Par contre, sur la performance énergétique, là, j'ai pas honte de le dire, c'est vraiment notre expertise, c'est là où on est excellent. Et c'est ça qui nous intéresse le plus.
Et je voulais mettre en avant ce que je disais tout à l'heure. Sur le graphe de gauche, vous avez les répartitions du DPE, du diagnostic de performance énergétique. Donc, vous voyez que vous avez à peu près 17% du DPE, enfin 17% des logements en France qui sont des passoires énergétiques. Donc, c'est ce qui est appelé F et G. Donc, ça, c'est la définition du gouvernement. Une passoire énergétique, c'est ce qui est F ou G. La définition chez Kianeos, c'est pas F ou G, c'est E, F ou G. Donc, vous voyez que déjà, si on prend la définition de Kianeos, on est passé de 17% à 42% du parc immobilier qui est en passoire énergétique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que le DPE n'est pas un mouvement linéaire. C'est-à-dire que le DPE, ça représente une consommation énergétique par mètre carré. Et donc, la lettre A, c'est 50 kWh par mètre carré. B, c'est 90. C, c'est 150. D, c'est 230. E, c'est 330. F, c'est 450. Et G, c'est supérieur. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'écart quand on passe de E à F que quand on passe de A à B. Donc, le DPE, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand nous, on s'impose d'avoir une consommation énergétique qui est un DPE qui est meilleur que D, ça veut dire que par rapport au gouvernement, on est déjà 50% en dessous des limites du gouvernement. Donc, on a vraiment 2 longueurs d'avance. Et ça, c'est sur la partie consommation énergétique. Sur la partie gaz à effet de serre, on est encore meilleur que ça. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire où se situent ces passoires énergétiques. Et là, maintenant, je m'intéresse au graphe de droite, excusez-moi, qui s'est divisé en 3 parties. Sur la partie, donc sur le graphe de gauche, on a d'une part les maisons individuelles, au milieu les appartements et à droite l'ensemble. L'ensemble, ce n'est pas la partie qui nous intéresse. Nous, on a envie d'aller regarder de manière fine où elles se constituent. Donc, les maisons individuelles et les appartements, il y a beaucoup plus d'appartements que de maisons individuelles en France. Nous, chez Kianeos, on s'intéresse aux appartements. On a principalement des appartements. Donc, on va regarder le graphe du milieu. Et on va constater qu'il y a 4 barres. La barre de gauche qui est l'ensemble, encore une fois, ce n'est pas ça qui nous intéresse. En jaune, le parc immobilier locatif privé, c'est là où on se situe. En vert, le logement social. Et en rouge, les propriétaires. Et là, on retrouve exactement ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que les logements sociaux, les bailleurs sociaux ont des obligations de faire des logements d'une certaine qualité. Donc, il y a une bonne performance énergétique. Les propriétaires font les travaux pour avoir une bonne performance énergétique. Par contre, le parc immobilier locatif privé concentre une grosse partie des passoires énergétiques. Et si c'est des passoires énergétiques, je peux vous dire que c'est une bonne approximation sur la qualité du logement de manière générale. Ce parc immobilier locatif privé a besoin d'être rénové. Voilà. Et donc cette fois-ci, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. Un bref récapitulatif sur notre stratégie d'investissement. Kianeos Pierre, c'est une SCPI qui désormais a plus de 1000 locataires, 100 millions d'euros d'actifs sous gestion, qui collecte très fortement actuellement, à tel point qu'on a décidé d'encadrer la collecte, j'allais dire de bloquer la collecte, elle ne sera pas bloquée à zéro, mais on encadre la collecte et à partir du mois de juillet, on ne pourra pas collecter plus de 6 millions d'euros par mois. Alors ça, c'est quand même pas une décision qui veut rien dire, parce que moi, en tant que chef d'entreprise, si je collecte moins d'argent, ça veut dire que je gagne moins d'argent. Mais ça tombe bien, parce que ma priorité numéro 1, c'est surtout de me dire, est-ce que j'arrive à avoir un véhicule qui fonctionne correctement, qui offre un couple risque-rendement attractif pour mes investisseurs? Donc, c'est-à-dire, pour faire ça, je ne peux pas investir plus de 6 millions par mois. Sinon, je commencerai à acheter n'importe quoi. Et si je collectais plus de 6 millions par mois et que je commençais à acheter n'importe quoi, eh ben, je n'arriverai pas à faire mes travaux de rénovation énergétique, je n'arriverai pas à améliorer la qualité du logement. Et donc, ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai créé cette société. Donc, je veux dire, moi, j'ai aucun problème à dire, eh ben, à partir du mois de juillet, je ne collecte pas plus de 6 millions d'euros par mois. Si la collecte dépasse 6 millions d'euros par mois, elle est automatiquement bloquée et les souscriptions basculent sur le mois suivant. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très important. Donc cette SCPI Kianeos Pierre, je le répète, elle est aujourd'hui très fortement granulaire. Donc la granularité, ça veut dire une diversification, c'est-à-dire on a un grand nombre de locataires. Je pense qu'on fait partie des SCPI qui ont le plus grand nombre de locataires, alors même qu'on est une jeune SCPI, mais le résidentiel permet effectivement d'avoir une forte diversification du nombre de locataires. C'est une SCPI atypique, effectivement. Du coup, on peut se positionner sur des immeubles. On va acheter des immeubles à 1 million d'euros dans des villes de 30 000 habitants. On est vraiment les seuls à faire ce genre de choses. On a peu de concurrence, on a le pricing power, comme on dit. On arrive à acheter pas cher. Voilà. Et notre expertise, je le répète, elle n'est pas sur le rendement. Ne venez pas chez nous parce qu'on a un bon rendement, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez investir en direct. Ça sera un peu plus pénible à gérer, mais vous serez aussi bien que nous, je le répète. On a le rendement de notre classe d'actifs. Mais par contre, vous venez chez nous parce que vous êtes intéressé par les problématiques environnementales, vous êtes intéressé par les problématiques sociales. Et là, je n'ai pas peur de le dire, je pense qu'à ce jour, on n'a pas d'égal sur le marché. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas, je pense, un autre véhicule qui a un impact environnemental et social aussi élevé que nous.
On va passer rapidement sur ce slide. C'était pour vous montrer l'évolution. En 2018, on s'est attaqué au quart sud-est. En 2019, le sud de l'Île-de-France. 2020, le sud-ouest et 2021, le nord. L'idée, c'est de créer une nouvelle équipe par année et de faire les choses progressivement. Les équipes sont constituées de 3 personnes. Une personne dont le boulot est de chercher des immeubles. Une personne qui est un maître d'œuvre dont le boulot est d'encadrer, d'identifier, d'évaluer le montant des travaux et d'encadrer les travaux qui sont réalisés. Et la troisième personne, c'est une assistante qui s'occupe de superviser les agences immobilières à qui on confie la gestion locative, de manière à être sûr qu'on propose un bon service global à nos locataires, c'est-à-dire des appartements de bonne qualité et une agence immobilière réactive quand elles ont des soucis sur la gestion locative. L'organigramme, je pense que ça va pas intéresser grand monde. Et, et les avertissements, je vous laisse oublier. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai tenu les délais? C'est parfait. Donc on va regarder, il y a quelques questions. Voilà, C'est parfait, c'est même un petit peu en avance, mais c'est très bien comme ça va nous permettre d'avoir plus de temps pour les questions. Donc on va regarder les questions. Hop. Donc il y a une première question concernant la localisation, à savoir quand même que la plupart des gens qui sont connectés à cette visio habitent dans l'ouest de la France. Est-ce qu'il y a un développement prévu dans l'ouest de la France un jour? Oui, clairement, l'objectif est de couvrir l'ensemble du territoire. Après, comme on en a appris quand j'étais petit, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Constituer une nouvelle équipe, ça veut dire trouver des gens de confiance. Notre boulot, le plus dur, effectivement, c'est d'avoir des gens de confiance qui vont acheter les bons immeubles, qui vont faire les bons travaux, etc. Et donc, on préfère le faire. Voilà, on s'est fixé comme rythme à peu près une nouvelle équipe par année. Alors, est-ce que la prochaine équipe sera dans l'Est ou dans l'Ouest? Aujourd'hui, ce n'est pas décidé. On n'a pas encore les personnes, on n'a pas encore décidé. Mais se dire qu'à horizon 2 ans et demi, on couvrira à la fois l'Est et l'Ouest, je vous confirme que c'est ce qui est prévu. C'est pas certain, mais c'est ce qui est prévu. Ok, on a une autre question, s'il vous plaît, alors je vais essayer de la reformuler, sur le taux d'occupation financière de votre SCPI. C'est souvent un critère qui est regardé lorsqu'on investit dans une SCPI. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre taux d'occupation financière justement? Et peut-être rappeler. Oui, alors peut-être que les gens qui posent la question ont regardé et ont constaté qu'on avait un très mauvais taux d'occupation financier et du coup s'en sont inquiétés et posent la question. Et donc ils ont bien raison de poser la question. Alors, essayons aujourd'hui pour vous donner le chiffre. Ce qu'on appelle le taux d'occupation financier, c'est le pourcentage du parc immobilier qui est loué et qui nous rapporte des revenus. Aujourd'hui, il est à peu près de 85% et il a été à peu près de 85% depuis la création de la SCPI. Et là, certes, d'aucuns pourraient se dire, voilà, 15% de vacances locatives, c'est complètement fou. Et effectivement, c'est énorme. Mais alors pourquoi 15% de vacances locatives? Parce que comme je vous ai dit, on fait des travaux de rénovation. Et je vous ai dit qu'on faisait des travaux de rénovation sur entre un tiers. Il y a un tiers qui est effectivement pas louable en l'état, donc du coup qui est en travaux de rénovation. Après, je vous ai dit qu'il y avait un tiers sur lequel on faisait rien du tout, donc lui, il est loué, donc dans les acquisitions, hein, je parle. Et puis après, il y a le tiers du milieu où c'est moitié-moitié. Et donc, effectivement, au total, on se dit, notre SCPI Canéos-Pierre, elle a un rythme de croissance qui est très élevé. C'est-à-dire que depuis la création de la SCPI Canéos-Pierre, la taille de cette SCPI a augmenté d'à peu près 30% chaque trimestre. Et sur ces 30% de nouvelles acquisitions, il y en a à peu près la moitié qui sont en travaux. Donc, ça fait à peu près 15% de travaux. Et donc, comme ils sont en travaux, ils ne sont pas loués. Et ça explique pourquoi notre taux d'occupation financier est de 85%. Donc, si vous regardez dans le détail, aujourd'hui, lors des derniers trimestres, on avait 85% de taux d'occupation financier. On avait entre 3 et 4% de logements sur lesquels on cherchait un locataire. C'est-à-dire qu'ils étaient louables en l'état et on cherche un locataire. Et on a environ 12-13% d'appartements ou de locaux pro qui ne sont pas loués parce qu'ils sont en travaux. Voilà. Donc la situation de la SCPI aujourd'hui, c'est celle-ci. Ok, Jérémy, Emmanuel, moi j'avais une question. Aujourd'hui, on voit une hausse du coût des matières premières et aussi des normes qui ne cessent d'augmenter. Est-ce que ça va pas pénaliser forcément le coût des travaux et impacter indirectement le rendement? Ben dis donc, alors là, je suis impressionné parce que je vois que vous êtes vraiment
au top de l'actualité, quoi. Ouais, alors du coup, je suis curieux, où c'est que vous avez vu que le coût des matières premières a augmenté? Parce que c'est vrai, hein, ce que vous dites est extrêmement vrai. Nous, les artisans nous ont prévenus et nous ont dit, bah regardez, le fer, l'acier, le cuivre, tout ce que vous voulez, on le paye plus cher aujourd'hui que ce qu'on le payait il y a quelques mois, et donc du coup, on vous passe cette augmentation des coûts, quoi. Mais alors du coup, je sais pas, ils en ont parlé au JT ou comment ça se passe là? Non, 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 mais on a des clients qui sont artisans et puis qui m'ont fait remonter cette problématique. Et puis on le voit directement, même sur des projets personnels que chacun peut avoir. On voit bien le retour des artisans qui nous évoquent ce problème de d'approvisionnement qu'ils ont sur simplement sur l'OSB. Chez nous, ça commence à poser problème. Donc on a plusieurs corps de métier qui sont impactés. Donc Ah ouais, comme c'est un problème de demande et d'offre, moi ce qui m'inquiète, absolument. c'est ce qu'on va avoir. On va forcément avoir une inflation sur certaines matières premières. Eh ben, je vous confirme, on a une hausse des prix sur le coup. Alors, sur Kianéos Pierre, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, donc il y a un tiers des logements sur lesquels on fait quasiment pas de travaux, un tiers sur lesquels on fait un peu de travaux. Ça veut dire que si on regarde sur un immeuble à 1 million d'euros, on va faire entre 100 et 200 000 euros de travaux. Donc ça, c'est un peu. Et après, il y a un tiers sur lequel on fait beaucoup de travaux. Donc en moyenne, si vous prenez le montant des travaux rapportés au parc immobilier, vous êtes à peu près sur 15%. D'accord? C'est-à-dire que quand vous mettez, je ne sais pas moi, 100 000 euros dans la SCPI ou 10 000 ou ce que vous voulez, on va dire 100 000 euros, net de tous les frais, etc. Bon, voilà, 100 000 euros qui rentrent dans la SCPI. Il y a 85 000 euros qui va servir à acheter des immeubles et 15 000 euros qui va servir à payer des travaux. Sur les 15 000 euros de travaux, il y a une grosse partie de ce qu'on paye, c'est de la main-d'œuvre. Quand vous faites des travaux, vous payez plus de main-d'œuvre que de matériel. Donc, ça va être du 2 tiers, 1 tiers. Donc, on va payer 10 000 euros de main-d'œuvre et 5 000 euros de matériel. Et donc, quand même ces 5 000 euros de matériel augmenteraient de, je ne sais pas, on va dire n'importe quoi, 40 ou 50%. Donc, on va dire ils augmentent de 2 000 ou 2 500 euros. Vous voyez que rapporté au coût global d'acquisition, ça veut dire que vous avez un coût d'acquisition qui augmente de 2 à 2,5%. Donc, formulé différemment, si vous payez vos actifs 2 ou 2,5% plus cher, votre rentabilité a diminué de 2 ou 2,5%. Donc, effectivement, on pourrait se dire, bah, peut-être que ça, la conséquence, c'est qu'à moyen terme, au lieu de faire du 6,10, on va faire du 5,95 de rendement. Bah ouais, peut-être. Et d'ailleurs, je vous confirme que jusqu'à présent, on a fait 6%. Ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre qu'on fera 6% toute notre vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel du marché, en l'état actuel du coût des travaux, etc., on a un rendement qui est légèrement supérieur à 6%. Mais il y a aussi, et vous auriez pu en parler, un phénomène qu'on a constaté. Moi, je sais qu'après le premier confinement, il y avait énormément d'immeubles à la vente. Les banques avaient complètement coupé l'accès au financement. Et donc, du coup, on faisait des opérations qui étaient complètement folles. Warren Buffett avait des expressions un peu rigolotes sur le même site, dans le même style, quand il disait en 2008, j'ai envie d'acheter toutes les actions du monde parce que tout est pas cher et j'ai envie de me jeter sur tout. Alors, bien évidemment, on n'était pas dans le système de 2008, mais on est déjà sur une classe d'actifs où il y a très peu d'acquéreurs. Donc, après le premier confinement, il y en avait encore moins. Quand il y avait des vendeurs qui avaient vraiment envie de vendre, c'était génial. On avait des énormes décotes de vente en bloc. Enfin, un an plus tard, la situation s'est vraiment changée. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont peur de laisser leur argent à la banque. D'ailleurs, c'est pas qu'une impression, il y a des gens qui me le disent, ils veulent investir dans l'immobilier, etc. Et donc, c'est vrai que dernièrement, on a de moins en moins de décotes de vente en bloc, on a des prix qui montent un petit peu. Et puis, dans les villes de province où on se positionne, moi, il y a 3 ans, quand je crée Kianéos, tout le monde rigole, quoi. Ils me disent, mais vous êtes fou, Jérémy, dans l'immobilier, le plus important, c'est la localisation. Donc, vous investissez soit à Paris, soit à Lyon, soit à Bordeaux, soit à Toulouse, soit à Nantes, soit je ne sais où, quoi. Et puis finalement, 3 ans plus tard, on se dit, ah bah finalement, les villes de taille moyenne, quand on est confiné, c'est pas si mal, quoi. Et donc, vous avez plutôt une hausse des prix sur ces prix-là, etc. Ce qui s'est traduit d'ailleurs par des hausses de prix de part régulières de la SCP qui est bien. Donc, vous voyez, il y a des phénomènes qui vont jouer. Est-ce que cette hausse des matériaux, c'est conjoncturel ou c'est structurel? Est-ce que les prix de l'immobilier qui remontent un peu dans les villes de taille moyenne et petite, c'est conjoncturel ou c'est structurel? On n'en sait rien, quoi. C'est le principe de la finance. Si on le savait, bah, du coup, on serait pas là. Mm. Donc, Ok. voilà. J'ai répondu de manière assez longue à votre question, mais tout ça pour vous dire que la hausse des prix de matériaux, ça a un impact qui est à peu près négligeable sur le rendement de la SCPI, mais il y a énormément d'autres éléments qui viennent jouer. Est-ce que les prix vont monter, etc. Moi, ce qui m'embête le plus aujourd'hui, c'est plutôt les délais. J'ai l'impression que ça va un petit peu allonger les délais des travaux parce qu'ils ont du mal à se fournir. Mais aujourd'hui, on ne va pas se mentir qu'Ianeos est un acteur qui est tellement gros sur les villes sur lesquelles on investit. Oui, là, je suis sur le chemin, je rentre du sud-ouest. J'étais à Pamiers, à Saint-Girons, et à Caser et à Saint-Gaudens ces derniers jours. Et je veux dire,
Pamiers, on a 6 immeubles, quoi. Donc, je veux dire, les artisans sur la zone, bien évidemment, qui vont commencer par travailler avec nous avant d'aller faire un petit chantier chez un particulier, quoi. Donc, on a ce côté un peu prioritaire parce que les gens sont contents de travailler avec Justement, on a une question sur les travaux. Quand on regarde notamment les reportings de la SCPI, on voit que le montant des travaux est relativement faible. Comment est-ce que vous expliquez ces travaux, ces coûts de travaux qui sont quand même nettement inférieurs? Moi, je trouve pas qu'il soit faible. Donc, du coup, je crois que l'année dernière, on a fait 4 millions d'euros de travaux. Je peux vous dire que c'est plus facile à dire qu'à suivre. Donc, j'ai pas le même sentiment que vous. Mais alors, du coup, plutôt que de répondre à côté, je vais prendre le dernier reporting. Par exemple, celui du dernier trimestre 2020. Il y avait énormément d'immeubles acquis. Euh, Ce qui est vrai, c'est qu'on a eu une envolée de la collecte et que cette envolée de la collecte a fait que il y a eu certains immeubles sur lesquels on s'est porté acquéreur, sur lesquels on s'est dit, bon, ben, on va peut-être aller sur un peu moins de travaux de manière à absorber le montant de la collecte. Donc, si je prends les acquisitions, là, 61 jusqu'à 84, le premier, je vois, on a un immeuble de 7 appartements sur lesquels il y a 9 appartements, par exemple, sur lesquels il y a 90 000 euros de travaux. Ben déjà, ça veut dire 10 000 euros par appart. 10 000 euros par appart, ça veut dire que vous refaites une cuisine, vous mettez en sécurité l'électricité, vous mettez une pompe à chaleur, et vous allez faire les ajustements dans la salle de bain pour avoir un sèche-serviette, un meuble vasque, etc. Et éventuellement, pas un coup de peinture partout, vous n'aurez pas le budget, mais partiellement. Donc ça, vous voyez que vous passez d'un logement lambda à un logement qui a une petite cuisine sympa, qui a une pompe à chaleur, qui a l'électricité qui est en sécurité et qui a une salle de bain qui est mieux que ce qu'elle était avant. Voilà. Donc à Caser, effectivement, on a acheté un immeuble sur lequel il y a 12 000 euros de travaux, 30 000 euros. L'acquisition 64, par exemple, à Saint-Gaudens, 13 lots, 335 000 euros de travaux. Donc ça, c'est un immeuble sur lequel on refait 13 appartements. Pardon, on refait 12 appartements. On refait tout, 300 000 euros de travaux. L'acquisition 65, je suis à 68 000 euros de travaux sur 6 apparts. Donc encore une fois, on est à peu près à 10 000 par appart. Et à Poussan, c'est des gendarmes, il y a 26 apparts, il y a 400 000 euros de travaux. Donc ça, c'est une acquisition un peu rigolote sur laquelle c'était des gendarmes qui sont logés là-dedans. Et effectivement, moi, j'ai été attristé de me dire que des fonctionnaires pouvaient être aussi mal logés aujourd'hui en France. Même si on n'est pas content quand ils nous mettent des amendes, c'est quand même des gens qui méritent, à mon avis, d'être bien logés. Et donc, du coup, on fait 400 000 euros de travaux de manière à ce que ces gendarmes soient bien logés. Et donc, vous voyez là, rien que sur les 6 premières acquisitions, j'ai 90 000, 12 000, 30 000, 335 000, 68 000 et 400 000. Je veux dire, enfin, je les ai pas prises au pif, hein, j'ai juste lu acquisition 61 jusqu'à 66. J'ai pas l'impression qu'on soit sur un seuil où on fait pas beaucoup de travaux. Ok, on a une question un petit peu plus technique concernant. Je suis désolé, hein, mais Non, non, non. On a une question un petit peu plus technique concernant l'OPCI. Aujourd'hui, l'OPCI généralement est composé d'une partie d'actifs immobiliers et d'une partie d'actifs financiers. Quelle est la stratégie que vous souhaitez adopter pour votre SCPI pour éviter justement la volatilité des marchés financiers? sur notre OPCI, ouais. OPCI. Alors, là, c'est très simple. Aujourd'hui, l'OPCI et la SCPI Canéos-Pierre ont à peu près la même stratégie d'investissement. Donc, vous pouvez vous dire que l'OPCI, il y a 65% d'immobilier physique. Si vous avez 65% d'immobilier physique qui vous rapporte à peu près 6% de rendement, 65% de 6%, ça doit nous faire un truc genre 4,5. C'est une bêtise. Ça nous fait du 3,9. Et donc, moi, je suis ravi si mon OPCI fait 3,9 ou 4% de rendement. Moi, ça me va très bien. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, l'année dernière, ça a été une mauvaise année pour les OPCI. On a fait à peu près 3%, un peu moins, je crois, 2,8, 2,9. L'année d'avant, c'était une excellente année sur les OPCI. On a fait 6 et des brouettes. Et donc, vous voyez qu'en moyenne, là, pour l'instant, on a fait donc au final entre 4 et 5. Et ben moi, ça me va très bien si mon OPCI fait entre 4 et 5. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une poche financière qui soit très dynamique pour faire ma performance de mon OPCI. La performance de l'OPCI vient de sa poche d'immobilier physique. Donc, 65% d'immobilier physique, 30% d'actifs financiers qui sont gérés de manière extrêmement défensive. Aujourd'hui, on n'a que du cash et 5% de liquidité. Et je pense qu'à l'avenir, vous verrez une poche financière qui sera gérée de manière très défensive parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin qu'elle nous fasse de la perf. Notre objectif de performance sur l'OPCI, voilà, si on fait 4, 4,5 dans le temps, ça nous va très bien.
L'idée, c'est vraiment d'être une alternative au fonds en euros. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un fonds en euros qui ne rapporte pas grand-chose, de proposer un OPCI sur lesquels le problème de l'OPCI, c'est que ça porte très mal son nom. OPCI, c'est organisme de placement commun immobilier. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas de l'immobilier, c'est un fonds diversifié. Vous avez une contrainte réglementaire d'avoir 50% d'immobilier physique. Nous, on est à 65%. Vous devez compléter cette poche de 50% avec de l'immobilier qui peut être de l'immobilier coté, mais des actions, on l'a vu l'année dernière, hein, les actions foncières comme Unibail et compagnie, ça peut vraiment faire des grosses pertes sur une année. Et puis après, vous avez 35% d'actifs financiers et 5% de liquidités. Donc vous voyez bien qu'à la fin de la journée, l'OPCI, c'est surtout un fonds diversifié. Nous, on a 65% d'immobilier, mais il reste 35% d'autres choses. Donc je pense qu'il y a des clients qui mettent dans l'OPCI en se disant, je suis tranquille, j'ai de l'immobilier. Et après, un beau matin, ils se réveillent, l'immobilier, la poche d'actifs financiers a baissé, ils se retrouvent avec une perte négative sur l'OPCI. Et donc en général, à ce moment-là, les clients sont mécontents. Donc moi, ce que je dis, c'est essayons de ne pas se retrouver dans cette situation, d'accepter d'avoir une perte qui serait peut-être un peu moins bonne que si on était très dynamique sur la partie financière et de se dire, bah voilà, moi j'ai juste mes 65% d'immobilier physique qui me font mon moteur de performance et sur le reste, j'ai du cash ou du quasi-cash ou un peu d'obligations, mais vraiment trois points. Ok. Pour tout le monde comprenne bien ce qu'on parle de l'OPCI, des CPI. Donc les CPI, on va l'acheter pour l'investir en direct et on peut le faire à crédit. Donc ça, c'est pour les CPI Caneos Pierre et la Caneos de Normandie. Et l'OPCI, on va pouvoir la retrouver sur les contrats d'assurance vie ou des contrats de capitalisation. Et comme Jérémy l'a bien dit, nous, on s'en sert comme support, comme alternative au fonds euro des contrats d'assurance vie ou même sur la trésorerie sur le placement de trésorerie d'entreprise ou des holdings patrimoniales. Donc voilà. Merci pour votre écoute. Jérémy Rouzeau, merci à vous pour votre intervention et pour les réponses que vous avez apportées à nos questions et aux questions des participants. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Vous allez pouvoir retrouver la présentation ainsi que le replay de la présentation sur les différents réseaux sociaux et à la demande, vous pouvez demander à votre conseiller Noya Patrimoine de vous l'adresser. Voilà. Merci à tous et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.